Ce soir, je ne suis pas seul sur ces plateaux avec un invité de marque, un invité très important que j'ai sur ces plateaux. Pour vous, nos téléspectateurs, Monsieur Guy Boston Mondali, il va s'introduire dans quelques minutes, dans quelques secondes. Et puis, de l'autre côté, à partir de Kinshasa, Monsieur Trésor Bitijula, il va s'introduire dans quelques instants. Donc, votre rendez-vous de chaque soirée, nous parlons de l'actualité de la République démocratique du Congo. Vous savez, chers téléspectateurs, que la République démocratique du Congo, notre chère patrie, l'actualité était riche cette semaine ici. Et donc, c'était riche en beaucoup d'actualités. Nous allons brosser l'analyse avec nos invités sur ce plateau. Je dis déjà bonjour à Monsieur Guy Boston Mondali. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Comment vous vous sentez ce soir? Oui, je me porte très bien, il n'y a pas de souci. Monsieur Guy Boston, il sera notre analyse de ce soir, mais il est aussi vice-président de la Fédération des Congolais de l'étranger. Vice-président de la Fédération des Congolais de l'étranger. Mais ce soir, il sera notre analyste, j'aimerais dire, analyste de ce soir. Aussi de l'autre côté de Kinshasa, Monsieur Trésor Bitijula, que je dis un grand bonsoir à toi, Monsieur Trésor. Bonsoir à tous, bonsoir de Kinshasa. Comment vous vous portez déjà? Je me porte très bien. Nous allons très bien, mais nous sommes dans une attitude de méditation. Vous savez, béni et pandéé, c'est-à-dire c'est toute la République. Oui. Alors nous sommes tous dans une attitude de prière, en pensant à nos compatriotes de l'autre côté. Vous êtes président ou coordonnateur des jeunes innovateurs du Congo. C'est quoi déjà cette organisation? En fait, nous sommes une structure de jeunes issus de beaucoup de partis politiques de tous les horizons du pays. Nous étions une cellule de base à un moment donné, mais maintenant nous avons évolué dans un mouvement des jeunes innovateurs du Congo. Oui. Et dans les prochains mois, nous sommes émergés en tant que parti politique. Mais pour le moment, nous sommes encore une structure. Voilà pourquoi je suis encore le coordonnateur et pas encore le président, parce qu'il faudrait des élections pour ça. Donc, j'ai aussi appris, vous êtes candidat député aux élections, candidat député national. Oui, je suis candidat député national. Évidemment, la structure a décidé qu'il fallait directement qu'on puisse postuler en termes d'indépendants. Et moi, je suis candidat à Kinshasa, dans le district de la Lukunda. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, sur ce show, j'aimerais dire. Donc, merci sur ce plateau. Ok, je suis avec M. Guy Boston, il va faire l'analyse. Et de l'autre côté de Kinshasa, quelqu'un qui va nous donner la température du pays. Donc, nous avons M. Trésor Bitijula, coordonnateur des innovateurs du Congo. Donc, ce soir, pour tous nos téléspectateurs, nous allons parler de différents sujets, notamment le meeting très attendu demain déjà de l'opposition qui sera organisé à Kinshasa. Nous allons aussi parler du discours du président de la République, Joseph Kabila. Il a tenu son discours à New York. C'était lors de ce rassemblement à l'ONU, donc de tous les chefs d'État qui étaient présents. Aussi, on a vu aussi le candidat ou l'ex-candidat, je sais pas, l'opposant, j'aimerais le dire comme ça, Katumbi, il a été candidat qui a été invalidé ou qui n'a pas pu postuler. Il était aussi à New York. On va parler des tueries de Beni. Et puis, nous allons finir avec le processus électoral qui est toujours, comme certains aiment bien le dire, la machine est déjà en marche. Donc, ce soir, restez branchés, connectés. Mais avant que nous puissions commencer sur ce sujet, j'aimerais vous poser la question, Monsieur Trésor Bitijula. À Windhoek, nous avons mis main de plaider pour la mise en place d'une chaîne de télévision de la SEDEC. Quelle est votre réaction déjà? Une belle initiative, d'après vous? Évidemment, j'ai eu la chance de représenter le pays à certaines rencontres de la SADC, à Windhoek, précisément aussi à Harare, au Zimbabwe. Je pense que c'est une très bonne initiative dans la mesure où elle peut retracer et montrer les réalités de la communauté de notre région, évidemment. C'est vraiment une très bonne initiative qui pourrait donner au pays une meilleure appréhension de ce que nous faisons dans chacun des pays et renforcer les liens de la SADC et peut-être, pourquoi pas aussi, donner des exemples à certains pays en matière quelconque. C'est une très bonne initiative à mon avis.
Ok. Merci beaucoup, monsieur Trésor Bitijoula. Et puis, avec mon invité sur ce plateau, déjà, c'était quoi votre réaction? Est-ce que c'est quelque chose de bien ou c'est juste une chaîne de télévision pour permettre aux chefs de l'État qui sont là, hein, nous savons les chefs de l'État de la SADC, pour leur propre propagande? Non, je pense que c'est une bonne initiative parce que vous savez, avec ça même, la Nations Unies aussi a aussi une chaîne de télévision qui passe en ligne, donc c'est important aussi parce que ça va aussi permettre à chaque fois qu'il y a de grands meetings ou à chaque fois il y a des choses à faire, il faut que ça soit visible, que le monde sache ce que nous faisons, que le monde sache ce que la SADC fait, donc c'est important. Et puis vous savez, aujourd'hui là nous sommes... donc la technologie a évolué, c'est très important pour que les gens puissent savoir ce que nous faisons en Afrique et que les gens sachent aussi ce que fait la SADC. C'est très important, je crois que c'est une bonne initiative, donc ça va encore redonner la force à la SADC de mieux faire. Donc je pense que c'est, dans mon avis, c'est ça. Ok, donc nous allons aborder notre premier sujet déjà là, notre premier sujet qui sera une page noire, tuerie à Beni. Nous avons vu des tueries à Beni. Là, je commence avec mon invité sur ce plateau, monsieur Guy Boston. On a vu la société civile a parlé d'une ville morte due à ces tueries qui se sont fait à Beni. Là, nous sommes au Nord Kivu jusqu'au séjour, jusqu'au vendredi. Hein, ils avaient prévu qu'il n'y aura plus des activités. Quelle est votre analyse par rapport à ces tueries-là qui ne fait que se répéter de temps à autre à Beni? Est-ce que pensez-vous avec les villes mortes, on aura gain de cause? Vraiment, avec beaucoup de regrets. Donc, je commencerai d'abord à présenter mes condoléances à la famille éprouvée, surtout à Beni. Moi, je pense que ces problématiques des tueries, je me dis, j'étais vraiment choqué et indigné, voire... Dans cette ville de Beni, il y a des militaires. Dans cette ville de Beni, il y a des hommes qui étaient envoyés. Parce que là, je vois, il y avait plus de 15 à 18 000 hommes qu'on a envoyés à Beni pour arrêter ce scénario ou cette histoire. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette histoire continue. Les gens continuent à mourir. Chose grave. Ce qui s'est passé, c'est regrettable parce que ça s'est passé dans la ville. Donc, soi-disant les ADF Nalu, ils ont pénétré la ville, ils ont tué des gens parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Ils ont tué il y avait plus de 20 morts. Il y avait 5 militaires tués, il y avait des blessés graves côté civil, côté militaire. Il y avait 4 maisons incendiées, il y avait plusieurs voitures de véhicules brûlées. Vraiment, je me pose la question. Et les généraux qu'on a nommés à Beni, parce qu'on avait donné la mission était de finir avec cette histoire. Mais pourquoi cette histoire continue à faire rage? Pourquoi les tueries continuent? Pensez-vous que la solution, ce sont des villes mortes, par exemple, une journée ville morte pendant une qu'est-ce que semaine? les civils vont faire? Qu'est-ce que la société civile doit faire? Il n'y a que... Donc c'est important pour eux de déclencher une journée, des journées de ville morte parce qu'ils sont tellement mécontents de tout ce qui se passe. Parce qu'ils pleurent leur mort. C'est normal. Moi, de même, moi, j'ai compati avec ces gens. C'est normal qu'ils déclenchent des journées villes mortes. Je crois que ils ont commencé depuis le lundi. Je crois que c'est aujourd'hui qu'ils ont terminé. Parce que c'était jusqu'aujourd'hui le vendredi. Oui. Monsieur Trésor, de votre côté, quelle est votre analyse? Une journée, une semaine ville morte déjà avec une population qui est peut-être pas à la hauteur de subvenir à leurs besoins chaque jour. Maintenant, la société civile demande à ces gens-là qui ont été endeuillés de ne pas travailler toute la semaine. Quelle est votre analyse par rapport à ça? C'est une solution pour ce tuerie? Bon, je vais d'abord recadrer un peu le contexte. Oui. Je suis un jeune innovateur du Congo, c'est-à-dire que ma façon à moi de lire les choses sera un peu tout à fait différente de tout ce qu'on a vu depuis toujours. Allez-y. Déjà, une action ville morte, c'est déjà une manifestation du peuple qui est indigné. C'est tout à fait logique et tout à fait légitime. Mais aller s'en prendre aux militaires, moi je pense que ce n'est pas une meilleure façon de dire. Parce que pourquoi? La réalité du terrain, Beni est dans une zone frontalière. Et on parle d'ADF Nalu, c'est un mouvement militaire qui est ougandais. Évidemment, que ce soit chez nous, nous avons des rebelles, et de leur côté, il y a des rebelles des pays différents et tout. Quand les ADF Nalu se décident d'attaquer Beni
pas Béniville, évidemment, les environs de Béni, qui sont vraiment à la frontière, puis pour tourner les gens, mes amis, il ne faut pas penser que les militaires pouvaient y réagir directement. Non. Il y a aussi des militaires qui sont morts. Nous respectons aussi la mémoire de ceux qui sont tombés. Mais je pense que pour que Béni reprenne la paix, il faut une action nationale. Et pas une action seulement de Béni qui pleure et nous réagissons à travers tout ce qu'on peut dire. Il y a des militaires qui sont sur terrain, mais il faut que la population et l'armée parlent le même langage pour se dire nous devons éradiquer ce problème une fois pour toutes. C'est ici que je vais essayer de dire une chose. Pouvez-vous connaître combien de militaires de la MONUSCO il y a dans cet entourage de Béni? Quand il fait, c'est le contingent le plus important au monde. Mais ils sont chez nous et on n'arrive jamais à régler tous ces problèmes. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des compatriotes qui ont demandé que cette MONUSCO puisse partir. Parce que nous allons régler ces problèmes nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de le régler. Parce qu'évidemment, si on le règle à notre manière, il y aura des dénonciations de droits de l'homme et tout ça. Nous sommes aussi contraints, les amis. Mais nous ne sommes pas dans un monde où le Congo fait ce qu'il pense, évidemment. Malheureusement, pour le moment, c'est nous qui pleurons. Monsieur Trésor, je veux vous relancer cette question en disant, hein, le caucus de députés du Nord Kivu, ils ont voulu faire contrôle parlementaire, mais ils ont dénoncé le blocage de ce contrôle parlementaire. Le gouvernement, pourquoi le gouvernement ne peut pas leur dire, ils ne peuvent pas résoudre le problème, ils ne veulent pas que le contrôle se fasse pour connaître le vrai auteur. C'est pour cela qu'il y a même des suspicions. Soit disant, ce n'est même pas les adeptes de Nalou, c'est peut-être quelque chose qui se cache derrière. Parce que nous voyons quand les parlementaires veulent accomplir leur travail, ils ne le font pas, ils sont bloqués. Ben évidemment, tu sais, quand on règle une question de sécurité, secret défense d'une nation, nous, en tant que population, nous réagissons avec beaucoup d'émotions. Là, ce sont les députés. Des fois, on n'est pas dans la réalité des choses. Ce sont les élus. Alors, si peut-être pour les députés, oui, le caucus, je sais, c'est le caucus, ce sont des élus. Ils ont manifesté, ils ont voulu que ça se passe de cette manière-là. Mais si l'armée estime qu'à leur niveau, il y a des informations qui ne sont pas sages de donner aujourd'hui aux populations civiles, il faut laisser chacun faire son travail. Et ce n'est pas la peine de suspicion en suspicion, donner des rumeurs et tout, on va évoluer dans le faux, mon cher ami. Il faut être très réaliste. Les questions de terrain sont vraiment très difficiles et pas faciles à réaliser ou à gérer selon des émotions. Mais c'est quand même les députés, c'est leur mission, la police ou l'armée. Oui, mais ce sont des élus. Non, ce sont des élus. Ce ne sont pas des militaires. Leur donne le droit de faire ce travail-là. Ils sont aussi civils comme nous. Voilà. S'il vous plaît, l'armée fait son travail. Je préfère qu'on le dise comme ça. Le résultat n'est pas encore probant maintenant, mais nous devons nous incliner à ça. Monsieur Guy Boston, je vous vois déjà excité sur ce plateau. C'est comme si vous n'êtes pas en accord avec ce que Monsieur Trésor dit. Quelle est votre réaction? Je dois comprendre. Je dois comprendre. Les députés, ils veulent faire le contrôle parlementaire pour savoir pourquoi les Congolais sont tués, membres de leur circonscription, leurs électeurs. Mais il y a des blocages. C'est quoi le but de ce blocage? Oui, mais vous savez, ce que je peux dire à M. Trésor, je crois que il ne saura pas me contredire sur ce point parce que ça fait aujourd'hui, je crois que ça fait des années que les tueries ont commencé à Béni. Et on a changé, Yamundo secrétaire, on a changé, on nomme encore une autre générale pour essayer de terminer cette histoire, mais ça continue. Et puis, avec les opérations Soukola 1, ne marche parce qu'aujourd'hui, là, et tous ces gens-là qui viennent, soit-disant ADF Nalou, ce ne sont pas des ADF Nalou, parce qu'ils portent même les tenues militaires, ils portent les tenues de la RDC. Ils ont des armes lourdes. Nous avons plus de 15 000 militaires congolais sur le terrain. Mais un ADF Nalou peut porter toujours les tenues, peuvent voler ça ou même... Non, écoutez, vous savez, dans cette histoire de Béni, il y a trop des histoires. Il y a trop de problèmes derrière cette affaire.
Aujourd'hui, pourquoi ils sont en train d'interdire aux députés de faire ce travail? Parce qu'ils savent, ils vont démanteler ce réseau. Il y a un réseau qui travaille à BNI. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce que les gens peuvent entrer dans la ville et tuer les gens comme ça. Et puis l'opération commence de 18h à 0h. Vous vous rendez compte, ça fait combien de heures? Vous vous rendez compte? Et puis, ce sont les innocents qui meurent. Des innocents, s'il vous plaît. Et vous allez me dire, où sont les cadavres des ADF Nalo qu'on a tués? Où sont les cadavres? C'est à l'armée de répondre peut-être à ces Où sont questions. les cadavres des ADF Nalo? Oui. C'est ça le problème. Donc, arrêtons d'aller de gauche à droite. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, d'après vous, c'est quoi le but de ces tueries-là? Donc, S'il y a moi, je quelque pense chose, qu'il y a certains officiers qui participent dans cette affaire. Pourquoi? Oh, mais je ne sais pas. Pour quel bénéfice? Mais moi, je ne sais pas ça, je ne sais pas. Donc, nous sommes toujours sur ce plateau. Donc, il y a toujours des questions à se demander. Monsieur Trésor, j'aimerais dire Monsieur Trésor, j'aimerais vous poser la question par exemple. On voit le chef d'état-major général de FARDC, il part là-bas, il échange avec la société civile sur la situation sécuritaire. On s'attendait à un chef d'état-major, plus des actions que des consultations et des échanges de paroles. Un homme des armes, pourquoi ce genre d'approche? C'est qu'il y a-t-il pas quelque chose qui se cache derrière cette tuerie? Que les militaires savent bien qu'ils ne peuvent pas aller à leur contre? Quand on parle comme nous sommes en train de parler maintenant, Oui. on doit de dire qu'il y a quelque chose derrière qu'on ne sait pas dire réellement. Nous ne sommes pas en train de régler le problème. Oui. Évidemment, je veux dire une chose. Je ne peux pas me permettre ici d'accuser qui que ce soit sans preuve. Parce que si après-demain, on vous demande de répondre, de vous dire, vous ne saurez pas les argumenter. Chers amis, soyons lucides. Le chef d'état-major est arrivé là-bas. Il a échangé avec la société civile. Certainement, le peuple doit lui dire quel est le problème. Évidemment, nous avons des militaires, mais ils n'y arrivent pas. Peuple, dites-nous quel est le problème. Parce que je vous dis la vérité. Ils ont la réponse au problème. Et ils savent pourquoi ça existe. Mais ils ont un mot à dire. Et voilà pourquoi ils les ont entendus. Mais à ce moment donné, je vous ai dit, c'est mieux d'attendre que les militaires répondent à cette question. Monsieur Trésor, je vais un peu vous couper la parole, s'il vous plaît, si vous pouvez m'autoriser. Pourquoi ils savent le problème, ils savent la solution, allez encore parler à ces gens-là qui sont des gens de ils attendent plus des actions, mais vous prenez le luxe de venir leur parler pour que vous parlez de la situation sécuritaire. Est-ce que c'est sérieux de la part des autorités militaires? Non, il faut penser que ce sont des militaires aussi, ce sont des militaires de la République latine du Congo. Déjà humains d'abord. Pour régler un problème, les humains doivent parler. Le militaire ne peut pas venir s'imposer, juste commencer à tirer. Non. Beni, comme je vous ai entendu sur le plateau, peut-être que vous n'y êtes jamais arrivé. Moi, j'y ai vécu. Beni, c'est une ville où il n'y a pas de courant. Déjà, à 18h, tout le monde est chez soi. Et quand une opération commence de 18h à 0h, quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas de radio qui émet, tout le monde dans sa petite maison, sans information. Imaginez-vous, on est dans une suspicion, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Et quand tu es attaqué chez toi, tu ne sais pas réagir. Non. Je vous rappelle qu'il y a des militaires qui ont été tués. Ce n'est pas dit que les militaires sont restés tous vifs. Non, il y a beaucoup de militaires qui ont été tués. Nous avons été attaqués, les amis. Ne cherchez pas à trouver la bête derrière notre armée. Ce n'est pas le moment. C'est ce que cherchent les ADF Nalo. Aujourd'hui, dire soi-disant ADF Nalo, j'ai très mal quand j'entends ça. Vous avez bien entendu qu'il y a John Kony qui est de ce côté-là. Quand les Américains l'ont dit, tout le monde a cru à cette histoire. Mais quand nous le disons, nous-mêmes Congolais, vous pensez qu'il y a des choses, il y a anguille sous roche. C'est pas sérieux, mes amis. Là, on ne trouve pas de solution. On va tourner en rond, en cherchant la bête derrière le dos de quelqu'un qui n'est pas. Voilà pourquoi il s'adresse à la population, à la société civile. Dites-nous comment faire pour agir. Je pense que c'est sage, et c'est logique, et c'est tout à fait légitime.
Monsieur Guy Boston, une petite réaction de votre part. Monsieur Trésor, écoute, laisse-moi te dire une chose. Moi, je suis de la province, je suis de ces coins-là. Je suis de la province orientale, donc Voilà. de la province du Haut-Ouélé. Vous savez, quand les histoires de Kony a commencé, ça a commencé, j'étais sur place à Dungu. Mais quand le gouvernement avait décidé d'envoyer une force, les commandos sont arrivés et c'est fini, c'était fini. Ça n'a même pas duré l'opération, ça fait presque une année, c'était fini. Mais moi, je me pose la question, pourquoi à Beni jusqu'à aujourd'hui les tueries continuent? C'est là où il y a les problèmes. Parce que quand vous dites que non, soi-disant les ADF, mais on ne peut que dire ça. Pensez-vous qu'il y a une défense, des services de sécurité, de renseignement? Mais oui, parce qu'il y a un service de renseignement. Comment on peut attaquer toute une ville? Tandis qu'il y a un service de renseignement. Pourquoi on a mis cette opération Soukola? Et ces gens-là sont déployés partout, tout au long de la route, jusqu'à la frontière entre province orientale et le Nord Kivu. Ils sont déployés dans des villages, il y a des militaires. Et après, les jours suivants, on attaque encore notre Ouicha, on tue encore des gens. Vous dites que ce n'est pas normal. Donc le service de renseignement ne fait pas son travail. Donc, on peut se dire qu'on est dans un état défaillant. Mais oui, c'est ça, parce que le service de renseignement ne fait pas son travail. Parce que les militaires sont là tout au long de la route jusqu'à la frontière entre province orientale et Monsieur Guy Boston, quelle est votre solution à ces problèmes qui se fait que c'est répété? Ça n'a pas commencé, on se rappelle de Mamadou Ndala. Oui. Le même problème, ça fait beaucoup des années, ça ne fait que se répéter. C'est quoi la solution? Vous savez, la solution est simple. Oui. La solution est trop simple. Allez-y. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez à Kinshasa, il y a des armements lourds, des chars de combat qui sont garés à Kinshasa, qu'il ne faut pas un travail. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, pour trouver une solution à ces problèmes, qui est d'abord la première des choses, le numéro 1 du pays, qu'il descende à Beni, qu'il mène une opération vigoureuse. Et ces choses vont s'arrêter. Directement, ça va s'arrêter. Une opération vigoureuse, ça va s'arrêter. Ça ne prendra même pas 3 jours. Donc ce n'est pas du sérieux. Monsieur Trésor, que pensez-vous la solution ultime pour qu'enfin qu'il y ait la paix qui sera permanente à Beni? Allô, monsieur De paix avec de guerre. Déjà, il n'y a pas de paix avec une guerre. On n'a jamais arrivé à imposer une paix avec la guerre. Je pense que la première des choses serait d'abord de passer par un dialogue avec avec la population, l'armée, mais aussi avec les pays limitrophes pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? La question, c'est de les capturer et de les ramener dans leur pays. De les ramener dans leur pays. Parce que comme si on prend la décision que je vais juger radicale de mon collègue sur le plateau, d'aller, quand il dit vigoureux, c'est-à-dire d'aller les tuer, mais oui. À un moment donné, oui, il faut les tuer quand on se bat, évidemment. Mais ils ne vont pas tous mourir. Non, ils vont pas tous mourir. Voilà. Et à un moment donné, ils vont laisser des enfants qui seront enfouis encore chez nous. Ils vont grandir et puis un jour, ils vont reprendre. Vous comprenez? Il faut qu'on trouve une solution concertée dans la région où on se dit, toutes les armées se mettent à combattre les mouvements rebelles. Et je pense qu'il y a moyen aujourd'hui, sans tirer de balles, à les asphyxier là où ils sont et qu'ils vont se rendre. Se rentrent chez eux. Mais aussi, les Lalou, ils ne tuent pas seulement pour tuer. Monsieur Il y a une cause, mes amis. Il y a une cause. Et nous qui sommes, comme l'a dit celui qui est du plateau, lui il est originaire de la province orientale, moi je suis du sud Kivu. Nous savons qu'après les guerres des 96-95, beaucoup de commerçants de chez nous ont emprunté de l'argent à ces milices pour faire les affaires. Et que des fois, quand on ne rembourse pas, ils utilisent des solutions radicales comme cela, des tueries. Mais c'est Trésor, je ne peux pas aussi affirmer des choses que je ne sais pas. Voilà pourquoi, moi je me dis toujours qu'il faut laisser ceux qui sont habilités à trouver la solution, et nous dire ensuite la vérité. S'il vous plaît, monsieur Trésor, avant mon invité va intervenir dans quelques instants, avant de finir ces dossiers, j'aimerais vous poser la question. On a vu ça avec le 1-23, négociation, c'était CNDP, ça n'a pas... Apparemment, les négociations n'ont pas vraiment abouti en RDC. Il n'y a pas vraiment des exemples de négociations qui n'ont pas vraiment abouti. Pensez-vous que prévoir toujours des négociations ne fait pas de nous de faibles? Très rapidement pour finir ce sujet. Non, ça ne me fait pas de nous des faibles. Pourquoi? Parce que déjà, il faut dire la vérité, notre pays est convoité.
Et ce n'est pas le malheureux Rwanda qui nous en veut. Il y a des puissances plus fortes qui demandent aux Rwandais de nous embrouiller. Le M23, vous l'avez cité tantôt, nous l'avons combattu et il a perdu son soutien rwandais. Et il était obligé de fuir. Il y a une concertation entre les deux pays, mes amis. Il ne faut pas rêver, mes amis. L'hiver ne s'arrête pas comme on le dit. Merci beaucoup. Il y a concertation dans la région. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous devons passer à notre deuxième sujet, mais très rapidement, Monsieur Guy Boston sur ce plateau. Réaction et puis on passe au deuxième. Moi, je pense qu'avec ce que je venais de dire, avec une action vigoureuse, ça peut résoudre le problème parce qu'on a vu ça à l'époque de Mobutu. Quand les gens ont essayé de Mais les choses ont changé. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Un État doit réagir. Il ne faut pas attendre. On tue nos peuples, on tue nos populations, nous allons réagir par des négociations. Non. Vous savez, la problématique de LRA. Kony était là sur le parc entre la route de Luganda pour aller y tuer des gens, non? Il menaçait de tuer. Le jour où Museveni s'est dit, je veux qu'on arrête cette histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé, il a mené une opération vigoureuse et Kony était parti. Jusqu'aujourd'hui, il y a la paix en Ouganda. Merci beaucoup, Monsieur Guy Boston, sur ce plateau. Nous passons très rapidement à notre deuxième sujet. Mais avant cela, je vais lire quelques commentaires que je vois ici. Notamment Doudou Boulaboula à Beni, c'est la politique qui se joue là-bas. Il n'y a pas des ADF Nalou, ce sont les mêmes militaires qui se transforment comme les ADF Nalou. Vous pouvez toujours nous laisser vos commentaires sur Facebook, pourquoi pas Twitter, et nous serons en mesure de lire vos commentaires en live. Nous passons très rapidement à notre deuxième sujet. Comme vous le savez, cette semaine, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, en la personne de M. Joseph Kabila, était à la tribune de l'ONU. Il a tenu un discours que nous tous nous avons suivi. Et nos téléspectateurs aussi nous ont suivis. Mais nous voulons décortiquer un peu ce discours-là. Il a commencé par donner un hommage à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies qui était mort. Il a rendu hommage. Mais après cela, nous avons vu, il a parlé de la situation sécuritaire. Mais il s'est bombé par... Je vais commencer avec monsieur Trésor, si vous pouvez me permettre de commencer avec vous. Il a commencé apparemment, c'est comme s'il s'est bombé la torse d'avoir consolidé la situation sécuritaire au centre du pays des attaques terroristes. Est-ce que cela ne blesse pas les familles de ces gens-là qui se sentent toujours en insécurité quand un chef de l'État, la même semaine, bien qu'il a admis qu'il y a des défis à relever au nord-est et notamment Beni, mais pour venir se bomber la torse, c'est comme si il a pu rétablir la sécurité. Quelle est votre réaction, votre analyse par rapport à ces discours-là, par rapport à la consolidation de la situation sécuritaire au centre? Bon, déjà, nous savons d'où vient ce pays. Nous étions un pays en 1000 morceaux. La situation a beaucoup évolué. 17 ans passés. Évidemment, il y a eu des périodes très compliquées que nous avons vécues au Kasaï, où on ne sait pas jusqu'aujourd'hui qui réellement a fait quoi. Je ne peux pas dire qu'il se bombe le torse parce que nous parlons d'un chef d'État, nous parlons de choses tellement réelles et tellement sérieuses à un autre niveau. Je pense qu'il faut un minimum de courtoisie dans le langage. Il peut aujourd'hui se féliciter que les forces de sécurité du pays aient stabilisé la situation du Kasaï. Il a reconnu le Nord-Est encore un problème. Alors je pense que c'est sincère. Il n'y a pas à chercher derrière ce qu'il dit. Je pense que... Faut-il que j'intervienne déjà sur tout son discours ou quoi? Non, on va aller point par point, s'il vous plaît. On va aller point par point. Quelques points que nous avons sélectionnés. Monsieur Guy Boston sur ce plateau. Qu'est-ce que j'avais pour dire sur ce moment-là? Oui. Monsieur Guy Boston sur ce plateau, le chef de l'État à l'ONU, à New York, devant ses pairs, il dit, comme je l'ai dit auparavant, il se bombe un peu la torse pour dire qu'il a la situation sécuritaire au centre, notamment au Kasaï, est stabilisée, bien qu'il y ait des défis. C'est un discours sincère. Il est conscient des défis. Que pensez-vous? Bon, moi, je pense qu'à ce stade, c'est normal, étant qu'un chef de l'État, quand tu vas... vous savez, la situation sécuritaire, il a bien dit qu'il y a des failles, il y a des petits problèmes à l'Est, à l'Ouest. Il y a tant de choses à régler et puis il y a tant de choses à finaliser. Je pense que c'est tout à fait normal, mais ce que je peux dire
Vous savez, la situation sécuritaire n'est pas vraiment stable comme peut-être. Mais il avait bien dit il a quand même reconnu qu'il y a quelques failles. Là, c'est normal, c'est bien parce qu'il a reconnu. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire malgré cela. Mais sur ce point-là, je peux dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Comme il a reconnu, là, c'est bien. Ça a été, donc, son allocution était très bien. Parce qu'il a reconnu, il y a encore des failles. Donc, je veux aussi commencer avec, toujours avec vous, M. Guy Bosson, sur ce plateau. On a vu, lors de son discours, il a notamment félicité la classe politique pour les accords qui amènent aux élections et le calendrier électoral. Et il a notamment dit qu'il y avait un défi à relever cette année. Les élections, je répète ces mots, les élections irréversibles sur toutes les échéances des élections, notamment. Il a monté pour Kabila, une bonne fois au moins, il a me félicité. C'est un fair play, il a félicité la classe politique. Aller aux accords, voilà, on aura les élections cette année. Mais oui, féliciter c'est bien, mais ce sont les actes qui comptent. Donc féliciter, ça ne pose pas de problème, mais ce sont les actes. Mais parce que moi, même pendant son discours, oui, on a suivi comment il a commencé d'abord à honorer ou à honorer l'égard notre Kofi Annan, oui, qui a donner ses condoléances à la famille, tout qu'on soit à l'ONU. Mais ce que j'avais regretté, j'ai voulu attendre que le président dise de porter aussi le jeu, parce que chez nous, il y avait aussi la deuil, les gens étaient morts, donc il y avait des tueries, les gens étaient morts. Donc ce qui était important pour lui, il devait d'abord commencer, après avoir terminé avec Kofi Annan, il devait aussi souhaiter des condoléances à nos familles, ici en RDC, à Beni. Ça allait aussi être très bien, donc parce que ça a commencé chez lui, donc parce que je ne peux pas aller m'adresser devant toute une organisation, tandis que chez moi il y a des morts. Donc la première des choses, je dois commencer d'abord à souhaiter les condoléances par Kofi Annan, et puis deuxième, je n'irai pas mon pays, parce que les gens sachent que mon pays est endeuillé, ça c'est important aussi. Donc moi je pense que sur ces points, les choses à faire maintenant, donc par rapport à cet analyste, donc je sais que Dieu nous fasse grâce, parce que là, on va voir comment est-ce que Dieu va nous... Parce que concernant les élections, il a félicité la classe politique, oui c'est bien, mais il y a encore trop de failles. Il a quand même fait du fair play. Apparemment, l'opposition ne lui félicite pas. Lui quand même, il félicite et les opposants et les gens du pouvoir. Mais oui c'est normal. Ils se sont mis d'accord et voilà, on a des élections. Mais oui, c'est normal. Lui, il est président. Oui. C'est un président, donc c'est lui d'abord le président de la République démocratique du Congo. C'est normal, c'est son devoir de féliciter la classe politique. C'est son devoir, mais il y a trop de failles. Donc je crois qu'on aura à en parler. Donc il y a trop de failles encore. Pour l'instant, il y a encore trop de failles. Monsieur Trésor Bitijou, j'aimerais vous poser la première question par rapport à ça. Ce n'est pas que Kabila se moque de la classe politique, il dribble très bien. Voilà, il sait comment manipuler cette classe politique. Voilà pourquoi il a eu le luxe de le féliciter. Et croyez-vous que le calendrier électoral, nous allons en parler de ça dans quelques minutes, mais croyez-vous dans sur le thème processus électoral, mais très brièvement, pensez-vous que, enfin, ce qu'il a dit, les élections seront irréversibles sur cette année? Bon, déjà, dire qu'il dribble la classe politique, s'il le faisait bien, il aurait eu son troisième mandat, mais il ne l'a pas eu. C'est plus important que les Congolais oublient maintenant Kabila part. Nous allons vivre nos premières élections où il y aura une remise reprise entre deux présidents. Wow. Personne ne le mentionne. Parce que notre culture à nous, ce n'est que voir le négatif. Voilà. Tout ce qui est négatif, nous le mettons en exergue. Je veux féliciter la classe politique. Je veux féliciter tous ces frères qui sont tombés, qui aujourd'hui peuvent se dire que nous y sommes arrivés. Nous allons passer à la première passation de pouvoir. Il n'a pas pu faire son troisième mandat. Personne n'en parle. Le Congolais devient le fanatique des mauvais dires de son pays. Mais il ne prouve pas au monde entier qu'aujourd'hui, nous serons le premier pays de l'Afrique noire subsaharienne à obtenir cette passation de pouvoir. Ça ne s'est pas fait au Congo-Brazzaville. C'est comme si ce n'était pas un problème.
Mais nous avons fait ça chez nous au Congo démocratique. Ça, c'est pas vrai. Mais personne ne le dit. C'est le premier Voilà pays pourquoi africain. aujourd'hui... Je pense que c'est vous n'êtes pas correct en disant c'est le premier pays africain noir à avoir parce que de l'Afrique subsaharienne, je le dis. Pardon? Je dis subsaharienne, mon frère. Je dis subsaharienne. Allez-y. C'est que c'est nous. Le Cameroun, le Papa Biya continue. Kagame continue. Mais le Kenya aussi est subsaharien. L'Angola est arrivé. Non, 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 non. Le Kenya n'est pas subsaharien. Que je vous en concède. Allez-y. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais aussi dire? Je voulais aussi souligner une chose. C'est-à-dire que dans son discours, en tant que président de la République démocratique du Congo endeuillé, étant aux Nations Unies, ce sont les autres pays qui lui souhaitent les condoléances. Moi-même, papa, ayant perdu un enfant, je ne peux pas me souhaiter mes condoléances dans cette circonstance-là. Mais je vous signale qu'ici au pays, il y a eu un communiqué de la présidence où le président, par l'entremise de son directeur de cabinet, a transmis toute sa sympathie au peuple de Béni. Parlons de condoléances, M. Trésor. Parlons de condoléances, M. Trésor. Nous avons vu une lettre du candidat du FCC, M. Ramazani Shadari, qui a été beaucoup critiqué en ligne. Il y a beaucoup eu vraiment de réactions. Par une phrase qu'il a écrite sur cette lettre-là de condoléances, Dieu a donné, Dieu a repris. Quelle est votre réaction? C'est un faux départ. Oui, je peux comprendre. Bon, c'est-à-dire que c'est lui qui fait ça. Nous aussi, nous savons souhaiter tout ce que nous pouvons souhaiter. Shadari est mis en exergue aujourd'hui parce qu'il est là où il est. Évidemment qu'il n'est pas encore expérimenté pour savoir comment écrire. Il faut, ce n'est pas donné à tout le monde. Ancien ministre de l'Intérieur. Un homme d'État. Ancien ministre de l'Intérieur, il n'est pas expérimenté. Président, ministre de l'Intérieur. Évidemment, chacun n'est pas parfait. Pour être président, c'est une autre histoire. Ce n'est pas un ministre, mon frère. Je croyais qu'il devait avoir toute une machinerie déjà en place pour éviter ces erreurs-là. Je crois qu'il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. Je comprends. Il n'y en a pas encore. Il est encore dans l'euphorie. Moi, je pense qu'en 3 mois, non, c'est pas 3 mois parce qu'il nous reste 84 jours. Ce n'est plus 3 mois, c'est 84 jours. Donc, voilà, 84 jours. 84 jours, donc je pense que, bon, les yeux encore là vont voir ce qui va se passer, mais à mon avis. Il n'est pas à la hauteur avec des erreurs comme ça. Bon, vous savez. Parce que certains voient même des erreurs. Vous m'avez posé une question sur le processus électoral, si c'est réel, si réellement nous aurons des élections, si j'ai bien compris. Monsieur Patrick, monsieur Trésor, j'aimerais dire, monsieur Trésor, monsieur Guy Boston était en train de me répondre par rapport à cette question. Monsieur Shadari, il vient avec des lettres, avec des fautes d'orthographe, fautes d'orthographe, comme ça. Il n'a pas une machinerie en place. Mais non, bon, il y a un problème, vous savez, il y a un problème aujourd'hui avec les hommes politiques de la RDC, il y a un problème aujourd'hui, donc ça, il ne faut pas s'étonner, hein. Donc c'est comme ça que ça se passe chez nous en RDC. Donc moi je pense que sur ces points, il a commis une erreur, il ne fallait pas crier, parce que quand il dit que Dieu a donné, Dieu a repris, ce n'est pas Dieu qui a tué ces gens-là. Donc là, c'est une erreur grave. Donc je pense que ce que mon frère vient de dire, c'est oui, c'est comme ça. Donc il y a aussi un problème, il doit avoir aussi des gens auprès de lui. Mais moi je pense que le problème des dauphins, moi je crois que je l'ai déclaré même la fois passée, j'ai dit, il n'est pas aux mesures. Le gars ne convient pas, c'est ce que j'avais dit l'autre fois. Donc, c'est un peu ça. Donc toujours dans le cadre du discours du président à l'ONU, le président Joseph Kabila, nous avons vu, M. Guy Boston, le président dire à ses pairs, à ses dirigeants qui étaient là, qu'il est contre les ingérences des autres États en violation de règles. C'est un discours nationaliste qu'on doit encourager. Bon, je ne sais pas. Des fois, vous savez, l'ingérence, quand chez vous les choses ne marchent pas, quand on vous reproche, c'est ça l'ingérence. D'après vous, faites allusion pourquoi non, mais pourquoi l'ingérence, c'est parce que quand les gens disent, l'ingérence c'est à partir de quoi? C'est à partir de la problématique des élections. Quand on dit non à la machine à voter, c'est ça l'ingérence. C'est ce qui pose problème. Quand on parle de la machine à voter, quand la communauté dit non, il ne faut pas qu'on dise cette machine, c'est ça l'ingérence. C'est pas autre chose. Monsieur Trésor Bitijou, là, apparemment, à la fin de son mandat,
le président Kabila devient très nationaliste, si on peut le dire comme ça. Il est très vigoureux par rapport à l'ingérence des autres États, comme il a dit lui-même, en violation de règles. Pensez-vous que c'est une fuite en avance ou il est sincère par rapport à ça? Parce qu'il a été là pendant plus de 15 ans, si je me trompe. Mais il n'a pas vraiment montré ces grands leaders-là qui s'opposent à l'ingérence. C'est juste à la fin de son mandat qu'il veut s'opposer aux ingérences. Ben évidemment, quand tu sais, tous les présidents des pays de l'hémisphère sud, quand c'est la fin, on change de discours. Bon, le discours en soi, si on prend cette partie du discours, parler d'ingérence, je vais concéder à notre frère notre frère qui est sur le plateau. Guy Boston. Évidemment, si le peuple dit, oui, Guy Boston, si le peuple dit non, si une partie du peuple dit non à la machine à voter et qui est une partie de la communauté internationale qui renchérisse, bon, déjà de notre côté, on peut dire ingérence. Pourquoi? Parce que les questions d'élection concernent les États. Déjà, ça c'est un. Mais ne pas dire ingérence, c'est dans le cas où s'il y a des contestations, il faut un consensus. Donc, vous savez, c'est une question d'intérêt. Tout le monde le tire à sa manière. Mais un président de République, quand il parle d'élection, il a le droit de dire qu'il n'a pas besoin d'ingérence. Mais là, je regrette son attitude nationaliste. C'est-à-dire que dans son discours, il ne s'est pas adressé directement à la jeunesse africaine et congolaise en particulier pour essayer d'instaurer un mode de gestion, comme tu l'as dit. En 17 ans, il a pu faire ce qu'il a pu faire. Il n'a pas pu faire ce qu'il n'a pas pu faire. Mais je pense qu'il a manqué certains éléments qui feraient qu'aujourd'hui, on parle du kabylisme comme le grand mouvement panafricain de Nkrumah et de tous les autres. C'est un peu mon amertume de ce côté-là. Parce que la jeunesse congolaise aujourd'hui, elle va rester comme ça, abandonnée à elle-même, sans savoir comment faire. Nous n'avons pas eu de coaching pour le futur. Nous allons le faire nous-mêmes à notre manière. Et je pense qu'il est le premier responsable parce qu'il était jeune. Il ne s'est pas réellement tourné vers la jeunesse. Monsieur Trésor Bitijou, là, j'aimerais vous poser la question. Il a notamment aussi parlé que la RDC peut partager son expérience de démocratie. Croyez-vous que la RDC, c'est un pays, un bon exemple de démocratie après avoir manqué d'organiser les élections en 2016? Bon, en 2016, on nous a dit que c'était une question financière. Que vous avez cru à ça? Ça dépend. Non, en fait, moi je ne vais pas aller dans ce que je crois et ce que je ne crois pas. La politique, ce n'est pas une notion d'évangile. En politique, il y a beaucoup d'enjeux. Un peut devenir deux. Et quand la communauté internationale veut que un bon président disparaisse, il disparaît. C'est pour te dire que ça dépend d'autres choses. Donc on ne peut pas aller avec le mot sincérité en politique. Aujourd'hui, j'ai bien dit, il n'a pas dit exemple d'État démocratique. Il a parlé de droits de l'homme. Là aussi, c'est mitigé. Si on lui demande à lui de justifier, il va réellement justifier comment. Mais je pense que à beaucoup d'occasions, nous avons manqué de montrer à la face du monde que nous étions un État réellement respectueux des droits de l'homme. Et si par quelques exemples, on peut être qualifié d'un pays de droits de l'homme, bon, je ne vais pas entrer dans ce débat. Pourquoi? Parce que je me dis qu'on ne trouvera pas raison. Ou parce que vous avez peur peut-être C'est beaucoup... Non, il n'y a pas question de peur. Je suis très réaliste. Je suis d'un nouveau Congo. Oui. Je ne suis pas de ce Congo qui fait des débats tous les jours. Pour moi, il faut avoir le pouvoir et gérer autrement. Sans trop tergiverser, sans trop beaucoup de discours.
Monsieur Guy Boston, sur ce plateau, j'aimerais votre réaction par rapport à ça. Le chef de l'État dit la RDC peut être un exemple de démocratie. La RDC, République démocratique du Congo, c'est vraiment démocratique d'après vous? Mais non, vous savez, les noms, oui, quand on dit démocratique, c'est bien. Employer le mot démocratique, c'est bien, mais en réalité, nous ne sommes pas un pays démocrate, là. Nous ne sommes pas un pays démocrate. Avec tout ce qui se passe depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe, nous ne sommes pas démocrates. Mais des élections au Congo, on a eu un cycle 2006-2011, la question, aussi en 2018. Oui, la question que je pose, oui. En 2006, il y a eu des élections qui se sont organisées vite, il y a eu l'argent. En 2011, on a réduit à un tour, il y a eu l'argent. Mais je me pose la question, arrivé en 2016, il n'y a pas l'argent. Non, mais en 2018, il y aura élection. Ah bon? Oui, en décembre. Ok, on va voir. Donc, toujours dans le cadre, toujours notre sujet par rapport au discours du chef de l'État. Pour finir, il a parlé du bilan de la MONUSCO. Il a qualifié l'opération, la MONUSCO est opérationnellement, son bilan est opérationnellement négatif. Et il a demandé les retraits de cette force-là. Monsieur Guy Boston, il est temps pour que la RDC puisse assurer sa propre sécurité. On n'a pas besoin de la MONUSCO, apparemment ineffective. Sincèrement, devant Dieu, hein? Ni t'étais la MONUSCO. Aujourd'hui, là, la RDC allait être déchirée en 1000 morceaux. Je vous assure. Mais ils sont là au nord qui... Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand les histoires ont commencé, vous avez été à Bounia une fois, à Bounia. Personnellement, non. Ah, vous savez, aujourd'hui, ni t'étais la MONUSCO. Quand on dit les retraits, on va les retraits de la MONUSCO. Pourquoi faire? Julien Paloukou s'est déplacé, il s'est déplacé de Goma jusqu'à Beni. Il est allé avec quel engin? C'est lui qui a fait de la MONUSCO. Donc c'est de l'hypocrisie. Mais papa, il l'utilise, mais il veut les retraits. Il ne faut pas voiler de face, dire, si on dit aujourd'hui que ces gens-là partent, mais je ne sais pas, où sera la RDC? Quel scénario s'ils partaient aujourd'hui? S'ils partent aujourd'hui, oui. Je vous dis dans une semaine, oui. La RDC va se déchirer en 1000 morceaux. En 1000 morceaux, je vous dis. Ça, pour les téléspectateurs, vous pouvez dire ils font bien leur travail. Non, non, ils font leur travail. Sauf que, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme de l'autre côté à Beni. Je vous ai dit, il y a des faces cachées derrière cette affaire. La MONUSCO fait son travail. Il fait son travail. D'ailleurs, la MONUSCO est là pour appuyer l'armée de la RDC. Ils sont là en appui pour appuyer la RDC avec des matériels. Ils sont là pour en appui. Ils ne sont pas là pour... C'est pas équivalent. Dites-moi, je dis, si vous dites de la MONUSCO, que la MONUSCO mène les opérations celles aujourd'hui. Mais on va finir avec cette histoire. On va finir avec. On va finir. Monsieur Trésor, votre réaction, le bilan de la MONUSCO, d'après vous, est-il négatif, le bilan? Donc on doit s'en débarrasser. Est-ce que la MONUSCO a failli à sa mission, d'après vous? Je ne vais pas utiliser un langage émotionnel sur cette question, oui. Et passionnel. Non, non. À un moment donné, la MONUSCO est venue nous aider à stabiliser certaines situations qui étaient très compliquées au début. Mais je pense que 20 ans après, nous n'allons pas dire que les Congolais sont des idiots, non. Est-ce que la situation aujourd'hui au plateau que s'ils partent, qu'on ne va jamais s'en sortir, non, 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 non. Détrompez-vous, le Congolais n'est pas n'importe quel peuple. Si aujourd'hui nous sommes arrivés à faire que Kabila n'ait pas un autre mandat, je pense que nous avons des forces de sécurité aussi qui peuvent s'assumer. C'est aussi dire, dans le même ordre de choses, la génération actuelle pense que la jeunesse ne peut rien faire. Voilà pourquoi ils veulent nous accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent quitter le monde. Non, non. Non, non. Il y a un moment donné, il faut laisser le Congolais lui-même faire les choses selon lui. Parce qu'aujourd'hui, il serait regrettable de dire que la MONUSCO joue franc jeu avec nous. Non, non. Nous le savons tous. Nous sommes au pays. Nous le savons tous. Nous nous sommes levés 1001 fois dans ce pays pour dénoncer l'attitude de la MONUSCO. Et 20 ans après, je vous signale, je vous rappelle que nous payons
la participation de la MONUSCO, elle n'est pas gratuite. Ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé. Nous payons les agents de la MONUSCO. Le pays donne de l'argent. Ça nous coûte extrêmement cher. Je pense qu'il est plus que temps qu'il puisse partir, nous laisser faire les choses à notre manière, parce que nous avons quand même grandi. En 20 ans, nous avons aujourd'hui une armée. Ce n'était pas celle qui était il y a 20 ans. Il y a quand même une évolution. Mais c'est Trésor. Ma question serait celle-ci. Laissez mettre aussi à la preuve. Monsieur Trésor, j'aimerais vous poser cette question. Ce n'est pas vraiment la première fois, si on doit se le dire, que le camp Kabila est sorti pour dire ce genre de déclaration. Est-ce que l'ONU ne fait pas sourde oreille par rapport à tout ça? Ils s'en foutent de la Kabylie, si on peut le dire comme ça. Moi, je ne parle pas de cette question en étant camp Kabila ou quoi. Non, je suis un jeune Congolais qui veut montrer ses preuves à la face du monde. Un Congo puissant. Il faut soit grandir et supporter toutes les épreuves pour y arriver, ou alors rester sous tutelle toute sa vie. Vous appelez ça être sous tutelle? Je peux comparer à ça. Monsieur Guy Boston. Parce que si un papa ne peut pas lui-même à un moment donné de sa vie subvenir aux besoins de sa famille, il faut toujours que sa famille l'aide. Je compare ça juste à une sous-tutelle. Je pense que c'est bien réfléchi. Monsieur Guy Boston, est-ce que pensez-vous que le président Kabila ou son gouvernement a le poids de bouter la MONUSCO hors de la RDC? Mais la MONUSCO ne partira pas. La MONUSCO ne partira pas. Ils n'ont pas cette force. L'année passée, c'était quoi? On devait diminuer, mais on arrive en 2016, 2017, les choses ont changé. Donc, moi, je pense que cette histoire-là, la MONUSCO a une mission qui devait être. C'était juste un discours de plus. C'était un discours, donc je pense que rien ne changera. Ils ne partiront même pas. Ils ne partiront pas. Mais pensez-vous pas que il est temps, c'est comme si on est toujours sous tutelle, après l'indépendance, 57 ans après l'indépendance. Mais papa, s'il y avait les élections en 2016, on n'aurait pas arrivé là. Donc dès qu'il y a l'élection, mais oui, j'ai la dit, MONUSCO peut partir. Si en 2016, que le gouvernement congolais avait cette volonté d'organiser les élections, on n'allait pas arriver là. On n'allait pas arriver là, je vous dis sincèrement. C'est lui-même, c'est le gouvernement eux-mêmes qui ont cherché cette histoire, qui ont cherché ce problème. Parce que si on avait organisé l'élection en 2016, on n'allait pas avoir de problème aujourd'hui. Peut-être que la MONUSCO allait déjà partir. Vous voyez un peu. Donc la MONUSCO est là en attendant que... Mais oui, parce que jusque-là, vous savez... Mais sa mission n'est pas pour les élections, sa mission c'est pour la paix. Mais oui, c'est ça. Mais il nous accompagne. Il nous accompagne parce que vous savez aujourd'hui, même en 2016, qui avait amené les engins d'arriver dans des villages? C'était la MONUSCO. Mais apparemment, cette fois-ci, ils ne veulent même pas le soutien de la communauté internationale pour les élections. Il a même rappelé ça à l'ONU. Très rapidement, nous allons passer à notre... toujours pour une petite parenthèse par rapport à ça, on a vu les candidats exclus à la présidentielle, Moïse Katumbi, il est parti faire un tour là-bas, à New York, on l'a vu aussi, ou bien c'était aussi pour contrecarrer le système Kabila avec la propagande là-bas. Mais oui. Que pensez-vous? Mais l'opposition aussi, il continue parce qu'il ne peut pas rester sourd. Donc, c'était aussi important pour eux de partir, arriver sur place à New York parce que le lobbying continue. Hein. Vous savez, est-ce que ces lobbying-là ont de l'impact vraiment? Mais oui, mais vous allez voir les impacts parce que vous savez, quand on arrive aujourd'hui... Mais pourquoi aujourd'hui Kabila a désisté? Pourquoi il a désisté? C'est à cause de la pression. Hein? Pourquoi il a désisté au troisième mandat? C'est la pression. Donc cela veut dire que le lobbying réussit. Mais nous voyons toujours M. Katumbi plaider pour l'accord de la Saint-Sylvestre. Apparemment, cet accord-là doit expirer. Doit expirer en fait. Pourquoi il insiste sur ça et il parle de l'exclusivité des élections? Mais c'est cet accord-là qui a donné le pouvoir à Kabila aujourd'hui. Pourquoi il est là? C'est grâce à cet accord. Hein? Pourquoi on exclut les autres? Pourquoi on exclut les autres? On a encore deux autres. Pourquoi? Et le temps commence à presser, et donc nous allons aller très rapidement sur ce plateau. Je suis avec M. Guy Boston et de l'autre côté, au téléphone avec mon invité, M. Trésor à partir de Kinshasa. M. Trésor, quel est votre aperçu ou analyse par rapport à ça? M. Katumbi toujours dans ses marathons diplomatiques pour contrecarrer la Kabylie, on peut le dire comme ça?
Bon, déjà, que j'ai appris que sur les réseaux sociaux, Oui. que Katumbi était à New York. Oui. On a même dit dans le même hôtel que Kabila. Hier aussi, j'ai vu dans les réseaux sociaux qu'en Afrique du Sud, on l'avait chassé dans une... Alors, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu de communiqué officiel de l'opposition disant qu'il était à gauche ou à droite. Et moi, j'ai du mal à commenter des rumeurs. Donc, je pense Pour vous, que... ce sont des rumeurs. Pour moi, je préfère ne pas en parler. Pour vous, ce sont des rumeurs. Non, parce que je me dis, il y a deux informations, donc je ne sais même pas où il est. Pourquoi je vais mettre mon temps à réfléchir sur les positions d'un monsieur qui est à gauche ou à droite? Non, c'est pas l'important pour moi. Moi, j'ai autre chose pour ce pays et c'est une autre manière de faire les choses, évidemment. Ok, merci Monsieur Trésor. Nous tendons sûrement, lentement, mais sûrement vers la fin de notre mission. Nous n'aurons pas beaucoup de temps, mais nous allons demain déjà, ce sera samedi. Il y aura un meeting de l'opposition très attendu. Ils ont eu l'autorisation de la part du gouverneur. Notamment, normalement, on est dans le régime d'information. Donc, l'autorité a été informée par rapport au meeting déjà de l'opposition. Pensez-vous c'est un meeting de trop, Monsieur Trésor, ou bien ça a vraiment de la sens, de sens par rapport aux échéances qui arrivent, parce que notamment ils parleront du retrait de la machine à voter et de l'inclusivité par rapport aux élections qui sont prévues pour le mois de décembre, le 23 décembre de cette année. Quel est votre aperçu par rapport à ces meetings de demain? Déjà, je vais dire que l'opposition se prépare. Oui. J'ai vu des mobilisations à gauche, à droite. Ils ont informé le gouverneur. Le gouverneur a pris acte. Mais je vais interpeller l'opposition. Dans un pays où les occasions se font rares, il faut saisir l'opportunité pour fixer le peuple. Parce qu'il y a une partie de ce peuple qui est déçue par les multiples occasions qu'ils ont eues et qu'ils ont bafouées. C'est le moment de nous dire réellement où on va. Parce que pour moi, ça n'engage que moi, Oui. à entendre dire ce qu'on dit. Si réellement le peuple est fatigué du système actuel, avec ou sans machine à voter, on va gagner. Qui va gagner? Parce que nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, Kabila n'est plus président, ne sera plus candidat, excusez-moi. Avec tout ce qu'il a déployé comme système, toute technique, il n'y est pas arrivé. Donc je pense, si le peuple peut gagner, on dit le peuple gagnera toujours. Un coup sans machine, le peuple peut gagner. Monsieur Guy Boston, est-ce que l'opposition est en mesure encore de mobiliser? Apparemment, ils sont à court de vitesse de mobilisation. On les accuse même d'être... Ils ne sont plus en mesure de mobiliser comme un seul parti. C'est pour cela qu'ils doivent se rassembler et céder MLC pour pouvoir avoir un peu de gens triomphants. Non. Pensez-vous qu'ils ont cette capacité? Non, mais vous savez, aujourd'hui, il y a la FCC. Ils ont créé une plateforme. Alors, c'est de même l'opposition. Ils se sont unis, ils se sont dit non, ils vont... Ils ont différents candidats. Oui. La FCC a un Non, pas candidat. encore un seul candidat. Oui, l'opposition pas encore, parce qu'il y a encore des pourparlers. Donc, ils vont se réunir demain. Malgré ça, ils ont demandé l'autorisation. André Kimbuta a pris acte main. Au moment où je vous parle aujourd'hui, déjà, on a constaté qu'il y avait des camions qui jetaient des sables sur le terrain, là où... pour plénir pour empêcher que l'opposition ne puisse pas faire... C'était pour empêcher ou peut-être aplanir l'endroit? Non, c'est pas aplanir. Donc, vraiment, il y a une grande quantité de sable qu'on a versé sur l'esplanade là où l'opposition doit se réunir demain. Donc, cela prouve que l'espace politique est toujours fermé. Je ne sais pas. Quand l'opposition veut faire un mini-meeting, c'est tout un problème. Pensez-vous que la population sera au rendez-vous? Mais oui, mais je vous dis sincèrement que demain, les gens vont répondre massivement. Les gens vont répondre parce que l'opposition aujourd'hui a une force.
Ils vont répondre massivement demain, vous allez voir. Malgré qu'ils ont mis des sables, les gens vont répondre demain. De ne pas mobiliser dans une ville de plus de 10 millions d'habitants. Ils n'arrivent n'arrivent même pas à avoir 0,5%. Écoutez, mon frère vient de le dire maintenant là. Oui. Si on dit aujourd'hui sans machine à voter, le peuple peut gagner. Sans machine, le peuple peut gagner. Avec la machine? Non, nous ne gagnerons pas. Et donc, nous sommes toujours à la fin de notre dernier sujet avant la clôture de cette émission de ce soir. Donc, vous étiez très nombreux à nous suivre en live. Nous arrivons à la fin. Le dernier sujet, nous allons parler du processus électoral. Donc, vous savez tous que d'ici décembre, le 23 décembre, c'est la date butoir que la CENI a annoncé pour les élections provinciales législatives et présidentielles. Donc, très rapidement, je vais commencer ce sujet avec M. Guy Boston sur ce plateau. La CENI a déclaré cette semaine que la CENI est techniquement prête. Que pensez-vous qu'ils sont vraiment prêts pour les élections le 23 décembre? Vous savez, il nous reste 84 jours. Oui. Je me pose la question. Quand Nang a dit non, ils sont techniquement prêts. Il faut le croire parce que pour aller aux élections. Tout. Écoutez, messieurs, oui. Vous savez, les machines ne sont pas encore arrivées ici. Ils nous parlent, non, les machines arrivent ici, je crois bien, le 25 novembre, le 25 octobre, et l'autre lot va arriver ici, je crois bien, le 10 novembre, tout qu'on sort. Monsieur, et alors, Nanga nous avait dit ceci, vous savez, nous sommes en retard. Et ce que je retiens de Nanga, vous savez, la fois passée, la semaine passée, il a dit ceci. Il a dit, si on n'organise pas les élections, c'est le gouvernement. Donc la responsabilité va tomber sur le gouvernement. Pour vous, vous voyez déjà qu'il y aura un retard. En 84 jours, je vous dis sincèrement, les machines arrivent ici. Parce qu'il a pareil, il y a d'autres machines qui vont arriver par Mombasa pour servir Bunia, donc l'Est. Bon, je me pose la question. De côté l'Est, je ne sais pas, quels sont les engins qui vont amener ces machines? Je ne sais pas. Et puis, lui-même avait promis, il y aura 7 avions, 2 cargos, des camions. Jusque-là, il n'y a rien. Je me pose la question, à 84 jours, comment on va acheminer toutes ces machines dans des territoires, dans des villages? Ça va arriver comment? C'est ça la question. Mais pourquoi nous, le Congolais, si on peut le dire comme ça, on a un peu de doute quand une institution comme la CENI, composée de membres de l'opposition et de la majorité, nous disent ils sont mandatés pour que nous d'organiser les élections, ils ont leurs techniciens, ils nous disent qu'il y aura élection, ils sont prêts. Pourquoi ces doutes-là persistent? Papa, il faut qu'on nettoie d'abord les fichiers là. Et les 10 millions, les 10 millions sans empreinte, ils vont voter pour qui? Et cette machine-là, pourquoi Nanga persiste sur cette machine? Qu'est-ce qui se passe avec cette machine? Et vous savez, le prix de la machine, ça coûte combien? C'est 1500 $ par machine. Mais avec les papiers, pourquoi ne pas utiliser seulement les papiers? Pourquoi ne pas utiliser des bulletins? Parce qu'avec des bulletins, c'est facile, nous allons voter sans problème. Pourquoi ne pas aussi utiliser la nouvelle? Non, la machine, c'est reprogrammé. Non, ça c'est reprogrammé. Cette histoire, c'est reprogrammé, je vous dis sincèrement devant Dieu. C'est reprogrammé. Monsieur Trésor, de votre côté, pensez-vous que le 23 décembre, il n'y aura pas glissement? Il y aura élection, comme la CENI le dit? Bon, déjà, j'ai vu Nanga au palais à l'Assemblée nationale le 25. Il a dit aux partis politiques, il y a tout le monde qui aurait élection, qui sont prêts techniquement. Et quand quelqu'un te dit qu'il va faire quelque chose, attends qu'il la fasse. On les juge trop. Il ne faut pas commencer à parler du prix des machines, à voter, tout ça. Ça ne donne pas de résultat, tout ça. C'est tourné autour du pot. Ce sont des éléments distracteurs. Ils ont dit qu'ils seront prêts. On va voir s'ils seront prêts. Mais ce n'est pas déjà du déjà vu. On a vu en 2011 jusqu'à la fin là. C'est alors qu'on a su qu'il n'y aura pas élection. En ce qui nous concerne, il faut être plus pris. Nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Les jeunes innovateurs ont mis des candidats dans quelques contrées du pays. Nous avons déjà imprimé tout ce qu'il faut pour les élections. Et nous attendons ces élections pour que la jeunesse reprenne son destin en main. Mais monsieur, vous avez vous rappelé... Monsieur Trésor, vous avez vous rappelé en 2015, il y a eu même des dépôts de candidatures de députés provinciaux, mais apparemment à la fin, il y a eu
une autre formule qui est sortie, il n'y a pas eu élection. Pensez-vous pas que la répétition peut se faire en cette année? Jusque-là, le chronogramme est respecté. Oui. Je ne suis pas un prophète ni un devin pour commencer à perdre mon temps à me dire ce qui va se passer. Non, je fais ce qui me regarde. Je fais ce qui me regarde. Je prépare mes candidats pour avoir cette alternative et que le peuple reprenne son pouvoir. C'est le plus important. Que je vois M. Guy Boston fait réagir très rapidement. Mais M. Trésor, moi je pense qu'on doit être réaliste par rapport à cette problématique. Vous savez, les experts sont arrivés, ils ont même donné leurs avis sur ces machines. Mais pourquoi Nanga continue à persister sur cette machine? Pourquoi on ne veut pas que nous allons aux élections avec des bulletins de vote? Pourquoi? C'est ça la question. Mais ce sera... Pourquoi ils ne veulent pas le bulletin de vote? Monsieur Guy Boston, mais si aujourd'hui on décide d'avoir le bulletin de vote, vous ne voyez pas que ça va changer tout techniquement et en décembre... Ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que tout le monde va voter avec cette bulletin. Cette bulletin, j'ai dit ceci. L'impression, ça va... Non. Même avec les bulletins qu'ils ont là, les bulletins qu'ils ont imprimés là, avec cette bulletin-là, on ne peut que cocher, on met dans les urnes, c'est tout. On peut que l'utiliser, c'est facile. Ce ne sont pas des bulletins de cette manière-là, mon frère. Non. Je ne crois pas que vous n'avez jamais expérimenté cette machine. Oui. Mais c'est ça que j'ai dit. Moi, à mon avis, c'est une imprimante. C'est ce que j'ai dit, à mon avis, on doit annuler cette machine. Parce que nous ne voulons pas qu'on arrive demain avec des contestations. Non, c'est ce que nous évitons. Mais apparemment, il n'y aura pas consensus. Après tout, la classe politique, on n'a jamais vu un consensus. Il y a toujours des gens qui seront mécontents. Mais ma question pour finir, pourquoi au sein de la CENI, il y a ces membres de l'opposition, ils ne peuvent pas lever la voix? On crucifie trop Nanga, c'est comme s'il opère en solo. Mais je vous dis, je vais vous dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, l'UDPS a décrété qu'on change son représentant. Est-ce qu'on a changé jusqu'aujourd'hui? Les gars est toujours là, il persiste. C'est parce qu'il sait comment il marche. Il y a un système, il y a un truc qui marche. Mais pourquoi l'UDPS n'avait pas envoyé quelqu'un? Mais on a envoyé. Que ce Kalamba lui-même prend la décision. Même l'Assemblée nationale. Il y a le mandataire de l'UMC. Il y a le mandataire de MLC. Oui. Ils sont aussi là. Et l'UDPS? Mon frère, c'est pas Kalamba qui va changer la donne. Non. Kalamba seul ne peut pas nous prendre plus de compte. Non. Il n'est que rapporteur. Non. C'est pas un problème de personne. Mais c'est Trésor, mais pourquoi n'est pas seulement l'air et donner leur personne qui demande pourquoi faire un problème? Ils ont mandaté la personne en plus confiance, ils veulent le retirer. Pourquoi leur pas donner ces... L'Assemblée nationale a refusé jusqu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'au début de son vivant, le président Tshisekedi a récusé tous ses députés. Ils sont allés siéger. Dans ce débat d'humeur, mais maintenant, il a donné l'occasion au président qui est déjà mort de dire qu'il n'appartient pas. Bon, il n'est plus président. Parce que pour que Kalamba quitte, il faut que les députés du groupement UDPS votent à majorité qu'ils partent. Et ceux qui n'ont jamais eu. Non, mais il faut arrêter des débats émotionnels. Trésor. Qui enfoncent notre population dans une distraction continue. Non, Trésor. C'est là. Et je le dis, aujourd'hui, cette génération, on en a marre. Allons aux élections pour que la jeunesse reprenne le destin. Quelle est cette jeunesse qui va voilà, vous ne croyez même pas en nous. Vous parlez de quelle jeunesse? Vous ne croyez même pas en nous. Vous ne croyez même pas en nous. Jeunesse. Alors, vous tous la parole. Restez dans votre logique. Nous allons vous prouver ça le 23 décembre. Monsieur Trésor, je vous retire la parole et mon invité sur ce plateau. Très rapidement, nous allons finir. Donc, nous avons déjà débordé de notre temps. C'était l'état de la nation. Mais nous avons vu cette semaine aussi le candidat Matungulu de Congo Nabiso. Il a présenté son projet de gouvernance de 74 milliards. Monsieur Trésor, je vais commencer avec vous. Comment devons-nous juger les candidats? Parce qu'apparemment, tous ils viennent avec des montants un peu exorbitants. Comment on va juger les candidats présidents pour cette élection, d'après vous? Sur la question des budgets qu'ils nous proposent, moi je suis agent de la DGRAD, bien que j'ai démissionné pour les élections. Je connais comment ce budget on l'établit. Ce grand montant, quand on le dit dès la première année,
c'est juste des discours, mes amis. Notre pays n'est pas autant connecté pour qu'il y ait une mobilisation, pour qu'on puisse capter les taxes et les recettes de cette manière pour mobiliser ces milliards que les gens sont en train de nous débiter à longueur de journée sur cette question de budget. Mais je pense que la meilleure façon, ce serait celle qu'il y ait un débat contradictoire sur beaucoup de points de vue de la vie commune et où le peuple pourrait savoir qui a le meilleur programme. Malheureusement, notre système ne le permet pas. Monsieur Guy Boston, le plus réaliste, ce serait quelqu'un qui partirait de ce que nous sommes maintenant et qui montrait comment ça peut monter en 5 ans. Parce que dès la première année, pour moi, c'est juste de la politique, de la communication. Mais, Monsieur Guy Boston, ce sont des guerres de chiffres que nous voyons ces derniers temps. Comment allons-nous juger ces candidats-là? Parce qu'eux tous, ils viennent avec des budgets là, de 100 milliards, de 50 milliards, de 70 milliards, 80 milliards. Comment le peuple va juger ces candidats-là par rapport aux chiffres quoi? Mais vous savez, quand quelqu'un cherche à arriver quelque part, il faut chercher à impressionner les gens. Donc, moi, je pense qu'il cherche à impressionner les gens. Mais ce qui est important, j'avais suivi Étienne Tshisekedi et Claude Félix, il a donné un budget de 84 milliards pour 10 ans. Donc, je pense que lui, au moins, ça se comprend avec lui. Mais ce qui est important, comme a dit mon confrère, donc ce qui est important, il faut qu'il y ait un débat. Donc, il faut qu'il y ait un débat et puis la personne nous démontre comment il va arriver, parce qu'avec un chiffre de 1 milliard par année, je ne sais pas où ils vont prêter cet argent, ça va encore nous créer des problèmes. Donc, ce qui est important, il faut qu'il y ait un débat, que ces débats soient ouverts à tous et tous les candidats, pas chacun puisse s'exprimer. Je pense que ça, à partir de ces débats-là, on pourrait maintenant voir qui peut diriger la RDC, à qui on peut faire confiance. Pour finir, croyez-vous qu'il y aura unité de l'opposition? On aura un candidat commun? Parce que déjà, Kyungu, il parle, il dit qu'il a déclaré que l'opposition tient aller aux élections unies. Pensez-vous qu'il y aura un candidat commun de l'opposition avant les élections du 23 décembre? Je crois qu'ils se sont concertés, il y a eu des concertations par-ci, par-là. Je pense que peut-être ça peut aller cette fois-ci. Gloire à Dieu, si ça marche cette fois-ci. Si ça marche cette fois-ci, je crois que ça sera une bonne chose. Mais ils sont en train de voir, voyons voir comment ça va se passer. Parce que vous savez, l'opposition, ça commence toujours bien et à la fin, il y a toujours des problèmes. Parce que vous savez, aujourd'hui, de l'autre côté, l'autre dit non, c'est moi. De l'autre côté, dit c'est moi. C'est ça le problème de l'opposition. Mais voyons voir cette fois-ci, s'ils vont s'unir, je pense que ça peut aller. Si vraiment ils s'unissent cette fois-ci, ça peut aller. Mais ces trésors Bitijou là, l'opposition sera enfin unie pour une fois. Ils parleront d'une même voix. Pensez-vous que ce sera possible cette fois-ci? Ils vont le prouver déjà demain avec un meeting ensemble. Pensez-vous qu'il y aura un candidat commun? Connaissant cette classe politique, je donne le bénéfice du doute, mais je pense que ça a été biaisé dès le départ. Quand tout le monde a postulé, c'était déjà la première erreur. Parce que en ce moment, dire que tout le monde se dise ne votez pas pour moi, votez pour un X, sera que demain, quand il faudra partage, ils vont dire mais toi tu n'as eu que 2%, toi tu n'as eu que 1%. Mais moi j'avais demandé à toutes mes personnes de te voter. C'est pas, la politique ce n'est pas un environnement de sincérité, mes amis. Je pense que le fait que tout le monde ait postulé dès le départ, c'était déjà biaisé. Et même si après il y a un ralliement où tout le monde dit votez pour tel, ça ne va pas marcher. Mais c'est de même avec la FCC. Donc il y a Kinké Moulunga qui fait partie de la FCC, mais il a postulé. Donc il y a Badi Banga. Kinké n'a pas signé la FCC. Pardon? Kinké. Ouais. Il n'a pas signé la FCC. Ah, mais il est membre de la FCC. Malgré qu'il n'a pas signé, il est membre. Mais il a postulé. Présidentielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Trésor, de l'autre côté de Kinshasa. C'était un grand plaisir de vous avoir sur cette émission. Mais avant de finir, comme nous aimons toujours le dire, si vous étiez médecin, quel sera comment allez-vous dresser l'état de la nation congolaise en un mot? L'état de la nation congolaise en un mot. C'est à moi que je posais la question? Oui, allez-y, monsieur. En un mot, j'appellerai la jeunesse de se prendre en charge et de faire confiance à ses valeurs
parce que nous en avons dans ce pays, et n'en manque pas. C'est notre tour, c'est à nous maintenant de prendre les rênes de ce pays et de changer la manière de faire la politique. Et quel est l'état de la nation congolaise en un mot? Évidemment, mitigé, mon frère. Mitigé. Voilà. Monsieur Guy Boston, de votre côté, l'état de la nation congolaise en un mot en ce jour. Bon, comme vient de le dire mon confrère, donc ce qui est important maintenant, il faut que la jeunesse s'élève parce que si on ne s'élève pas, ça sera terrible parce que le temps est arrivé où la jeunesse doit prendre conscience et la jeunesse doit récupérer le pouvoir parce qu'on doit gérer ces pays. Tous ceux qui nous ont dévancés, ils ont mal géré. Nous, c'est maintenant la conscience. Tant que Congolais, nous devons reprendre conscience et récupérer le pouvoir et gérer ces pays. C'est quoi l'état de la nation en un mot? Bon, pour le moment, je vous dirais, en un mot, c'est chaotique. Chaotique, c'était le mot de la fin. Merci à mes deux invités d'avoir répondu à mon invitation de ce soir. C'était un grand plaisir de vous avoir, Monsieur Trésor Bitijoula, innovateur, coordonnateur de jeunes innovateurs du Congo. Il était en ligne à partir de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et aussi à mon invité qui était sur ce plateau, M. Guy Boston. Il était notre analyse aussi. Il est vice-président de la Fédération des Congolais de l'étranger ici au Kenya. Je vous dis un grand merci d'avoir répondu à mon invitation de ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et c'est fini pour l'état de la nation de ce soir. Le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain. 20h30, toujours heure de Nairobi. Restez branchés parce qu'il y aura toujours des analyses des invités de marque sur ce plateau. Le rendez-vous est pris pour le vendredi. Le rendez-vous, j'aimerais dire, est pris pour le vendredi prochain. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Vous étiez toujours en compagnie avec moi. C'était l'état de la nation congolaise. Nous avons parlé du meeting de l'opposition qui va se tenir dès demain. Et puis le discours du président, nous l'avons analysé en détail. Pourquoi pas les tueries de Béni, et nous avons brossé les processus électoraux. Vous pouvez toujours continuer à partager cette émission. Nous étions en live sur Facebook, Twitter, pourquoi pas notre web site, le www.bomocomedia.cf. C'est la fin de cette émission. Comme nous aimons bien le dire à la fin de cette émission, ne jamais trahir la nation. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain, même heure sur Télé Bomoko. Mais le programme continue toujours sur Télé Bomoko, votre chaîne de référence. Merci.